Jean-Marie Bessé, bonjour, bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu au petit déjeuner de Devenir pour agir et merci de me recevoir chez vous, au Petit Montparnasse, Oui. dans votre si belle et prestigieuse maison. Je voudrais commencer par une citation de Léon Lemonnier, qui souligne la philosophie du comédien, les autres me voient, donc je suis. Et vous, Jean-Marie Bessé, qui êtes-vous? Ça dépend si vous parlez du comédien Jean-Marie Bessé, de l'auteur Jean-Marie Bessé, du metteur en scène, de l'homme de théâtre, du directeur de théâtre. Là, pour le moment, je joue la comédie comme comédien dans un spectacle dont j'ai écrit le texte, qui est Mister Paul, parce que j'ai entrepris un cycle de portraits de gens de Limoux, ma ville natale, que j'ai connus au XXe siècle, qui sont morts et que je fais revivre en fait par le biais de ces textes qui prétendent résumer pour chacun d'entre eux ou d'entre elles leur vie. C'est des personnages tous anonymes que j'exfiltre de l'anonymat en quelque sorte pour leur donner une vie singulière et révéler ce que leur vie a pu avoir de dramatique et d'exceptionnel. Alors là, je joue Mister Paul, donc qui est le premier de ces portraits de Limouxin. Et Mister Paul a en commun avec moi notamment d'être né à Limoux, d'avoir vécu à New York. Et comme c'est quelqu'un que j'ai bien connu, je me risque à l'incarner sur scène, parce que j'ai encore sa voix, son rire, ses intonations dans la tête. Et c'est pour ça que je me prête à cet exercice qui est pour moi un peu inhabituel parce que j'ai eu, quand j'étais tout jeune homme, une formation de comédien. Je voulais être acteur, mais depuis, j'avais plus ou moins abandonné l'idée. Et là, c'est-à-dire je suis un acteur d'occasion, en quelque sorte. Mais j'ai eu comme maître Michel Bouquet, notamment, Jean-Laurent Cochet. Et donc, j'espère ne pas leur faire trop honte en me produisant moi-même sur un plateau. Et j'essaie de retenir leurs leçons. Voilà. Jean-Marie Bessé, quelle est votre plus belle qualité? Euh, Non pas comme les autres vous voient, mais pour vous-même. je crois le cœur. Comment le définissez-vous? Je crois que j'ai le cœur droit. Je suis assez droit, je suis franc. Alors du coup, parfois on me dit un peu ombrageux. C'est certain, mais je souris aussi. Parfois, il m'arrive de La preuve. sourire. J'ai grands sanglots entrecoupés de joie, comme disait Louise Labbé. Alors, Jean-Marie Bessé, je voudrais passer aux questions sémantiques. Tout d'abord, comment définissez-vous le lieu dans lequel nous sommes, c'est-à-dire le théâtre? Qu'est-ce qu'un théâtre pour vous? Un théâtre, c'est un lieu où depuis quelques 2500 ans, finalement, des citoyens viennent, s'assemblent à une heure donnée pour voir d'autres citoyens jouer jouer pour eux sur une scène, sur la scène du théâtre, c'est-à-dire incarner des personnages qu'ils ne sont pas. C'est-à-dire ils viennent assister à une représentation où on leur représente le monde en quelque sorte dans lequel ils vivent, mais d'une façon surélevée. Surélevé, c'est-à-dire? Eh ben, c'est-à-dire que les gens sur scène sont en principe plus éloquents que ceux qui sont assis dans la salle. Ils expriment leur passion et leurs sentiments avec poésie, avec une langue donnée. Ils sont en général plus beaux que les gens qui sont assis dans la salle. Ils sont en général mieux habillés, ils sont plus riches, voilà. Donc, si vous voulez, c'est une vision un peu surélevée de la vie des spectateurs, mais en même temps, les personnages qui sont sur scène
partagent les mêmes affres et les mêmes douleurs, les mêmes chagrins, les mêmes joies que les spectateurs du théâtre. C'est pour ça qu'ils leur ressemblent. Mais c'est une vie quand même un tout petit peu surélevée. Par la grâce, en général, du poète dramatique qui a écrit la pièce, puisque ça, c'est une tradition, elle aussi, qui date de 2 millénaires et demi, puisque on sait aujourd'hui que les 3 plus grands poètes dramatiques de l'époque classique, Échille, Sophocle et Euripide, se livraient chaque année, concouraient dans un concours d'art dramatique. Et c'est pas toujours Sophocle qui gagnait, c'était parfois Échille, et c'était parfois Euripide, etc. Et donc il y avait le premier prix, etc. C'était quand même une compétition d'un niveau qui était autre chose que nos Molières actuels. Voilà. Mais enfin, la compétition date de 2 millénaires et demi dans l'art dramatique. Vous avez donné une définition du théâtre, votre propre définition, qui me fait penser à celle de Victor Hugo, qui souligne que le théâtre est un point d'optique. Tout ce qui existe dans le monde, dans l'histoire, dans la vie, dans l'homme, tout doit et peut s'y réfléchir, mais sous la baguette magique de l'art. Êtes-vous, Jean-Marie Bessé, un artiste ? Écoutez, j'espère faire les choses avec art. En tout cas, je les fais avec application et persévérance. Et si vous voulez, qu'est-ce que c'est faire les choses avec art ? C'est-à-dire, c'est connaître d'abord l'art auquel on se consacre. Moi, je passe mon temps à lire les auteurs qui m'ont précédé. Je connais pas grand-chose, mais je connais au moins le théâtre, la tradition théâtrale, et plus spécifiquement la tradition théâtrale française. Je crois que je connais bien les auteurs français du XVIe siècle, du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle, du XIXe siècle, du XXe siècle, et maintenant du XXIe siècle. Et donc, si vous voulez, je prétends mettre mes pas dans les pas de ceux qui m'ont précédé. Et je me demande, parce que, si vous voulez, l'art, contrairement aux autres domaines de l'activité humaine, ne connaît pas de progrès. Il n'y a pas de progrès en art. Or, nous sommes des gens, surtout au XXe siècle, qui croyons dans cette idée de progrès. Alors, il y a des progrès dans la chirurgie dentaire, par exemple, mais il n'y a pas de progrès en art. Sinon, Jean-Marie Bessé écrirait mieux que Corneille, ce qui n'est pas le cas, comme le spectateur peut s'en rendre compte. Donc, en fait, si vous voulez, comme il n'y a pas de progrès en art, on est condamné à faire des pas de côté, c'est-à-dire à voir ce qu'a écrit Corneille et voir ce qu'on pourrait écrire, non pas mieux que Corneille, mais différemment de Corneille, mais tout en retenant ses leçons, de voir dans quel est... Voilà. Par exemple, quand Corneille écrit Oedipe, pour lui, c'est un renouvellement. Ça fait plusieurs années qu'il n'a pas écrit pour le théâtre. On le définit, il a déjà un certain âge, il a passé la soixantaine. Le grand auteur émergent, c'est évidemment Racine, donc le jeune Racine, alors que le vieux Corneille, si vous voulez. Donc Corneille est démodé, et tout d'un coup, le surintendant des finances, Fouquet, lui demande de revenir à la scène pour écrire une tragédie. Il lui donne 3 sujets, on ne sait pas lesquels sont les 2 autres, mais en tout cas, il choisit le sujet d'Oedipe. Et donc, il écrit cette Oedipe qui, quand on le lit, ressemble beaucoup, d'une certaine façon, il a intégré la révolution racinienne, c'est-à-dire qu'il n'est plus le Corneille du Cid où les affaires du monde, où l'orgueil, où l'honneur passe avant l'amour. Il s'est enraciné, si j'ose dire, puisque tout d'un coup, les passions du cœur prennent le pas sur tout autre, et donc il se renouvelle d'une certaine façon. Et je pense que connaître l'art, finalement, c'est savoir ce qui se passe, certes, autour de nous, dans le monde, pour peut-être le restituer, mais d'abord connaître l'art dramatique lui-même. Et il y a
Rien de tel d'ailleurs qu'un auteur dramatique pour reconnaître un autre auteur dramatique. C'est ainsi que, si vous voulez, quand des gens comme Ionesco sont arrivés, Anouilh a été parmi les premiers à le reconnaître. Et en Angleterre, c'est pareil. Des gens comme Pinter ont été reconnus par les plus anciens, par Noel Coward, des gens comme ça. Et si vous voulez, il y a c'est ça, c'est une connaissance à la fois du passé et tout d'un coup des gens qui arrivent et qui renouvellent les formes. Oui, mais alors, Jean-Marie Husset... Donc pour moi, c'est ça un artiste, c'est quelqu'un qui connaît l'art, finalement. C'est quelqu'un qui connaît l'art, d'accord. Vous êtes un connaisseur d'art, vous connaissez l'art, vous êtes comédien. Une question peut-être provocatrice, je l'assume, êtes-vous hypocrite? Je dis ça parce que Jacques Fabry dit que l'homme de théâtre est un homme hypocrite. Et ce qui me fait penser à Jouvet, qui souligne que le théâtre est le lieu des apparences. Donc quand on n'est pas soi-même, on est hypocrite. Oui, mais enfin, d'un autre côté, je ne sais pas qui disait personne n'est sincère, sauf peut-être quelques grands comédiens. Donc en fait, c'est le contraire. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une vérité, que l'art s'approche au plus près du cœur humain. Mais puis c'est la nature même de l'art, si vous voulez. Est-ce que ce n'est pas Poussin qui nous apprend à regarder les paysages? C'est-à-dire l'art, en fait, il y a la nature brute, etc. Et puis l'artiste, l'œil de l'artiste, il apprend à regarder. C'est ce que font les premiers humains dans les grottes de Lascaux. Des bisons, tout le monde en avait vu, mais tout d'un coup, quelqu'un s'est mis à dessiner un bison sur... Oui. Enfin, un bison, je dis un bison, je ne sais pas ce que c'est, mais enfin des animaux qui sont sur la grotte de Lascaux. Et tout d'un coup, c'est l'œil de l'artiste, enfin c'est le but même de l'art, c'est-à-dire c'est une représentation qui nous aide à voir et qui change le regard sur la vie. Voilà. Vous me faites penser à Polki qui souligne que l'art ne donne pas à voir le visible, il rend visible. Ah oui, il rend visible. Et alors, nous allons en reparler dans quelques instants, mais vous jouez Mr. Paul, vous rendez visible quoi? Eh bien, d'abord, je rends visible Paul à beaucoup d'égards, parce que d'une part, j'ai connu Paul, mais les gens ne le connaissent pas, donc tout d'un coup, les gens découvrent ce personnage dont ils n'avaient jamais entendu parler, bon, primo. Donc c'est un être totalement anonyme. Mais même les gens qui le connaissaient, parce qu'il y en a encore beaucoup qui sont en vie, évidemment, qui ont connu Paul, puisqu'il est mort en 2010, ne savaient rien de tout ça, de ce que je raconte. Donc en fait, et lui-même ne parlait jamais de ça. Il parlait ni de sa vie intime, bien sûr, mais il parlait pas non plus de sa vie professionnelle, parce qu'il travaillait à l'ONU, et quand on travaille à l'ONU, il y a une charte de confidentialité qui fait qu'on ne peut absolument pas parler des projets auxquels on participe. Donc, à double titre, si vous voulez, je révèle quand même une personnalité, voilà. Et en même temps, à travers ce Mr. Paul, qui a vécu de 1933 à 2010, je fais revivre tout un pan de l'histoire de France, parce que ce Paul est parti d'une petite ville de Limoux où il étouffait et a réussi grâce à l'Afrique, où il est parti... grâce à des relations dès les années 1957, 56-57. Il est parti en Afrique et il a passé 17 ans en Afrique. Et c'est ce qui a fait sa carrière. D'abord au Congo, ensuite au Gabon, accessoirement au Cameroun, mais si vous voulez, c'est à construire le Transgabonais, qui était quand même le grand projet de ces années-là. Mais c'est des choses dont on ne parle plus, dont on parle très peu. On parle très peu finalement des années 50 parce qu'elles sont coincées entre deux époques dont on parle beaucoup, c'est-à-dire les années 40, les années de la guerre, et puis les années 60 qui sont les années de la libération sexuelle. Mais en fait, les années 50 et le début des années 60, elles sont un peu comme un secret, quoi. Oui, c'est-à-dire, on en parle assez peu. Donc si vous voulez, je révèle et ce personnage, et cette époque, et cette partie de l'histoire de France, et je fais revivre tout un tas de choses dont on ne parle plus. Oui, alors vous parlez vous révélez les choses, Mr. Paul, je dirais, vous révélez aussi cette période de la révélation de l'homosexualité.
Mr. Paul, il se pensait pas, lui, du tout homosexuel. Il se pensait comme femme, en fait. Parce que, si vous voulez, il était attiré par les hommes plutôt machos, etc. Donc, il se voyait pas du tout comme homosexuel lui-même. Donc, ça aurait été ce qu'on appelle aujourd'hui un transgenre, mais sauf qu'il a jamais franchi le pas parce que son frère l'a appelé au dernier moment en lui disant tu peux pas faire ça à papa, tu peux pas faire ça à la famille et tout ça. Donc il a reculé devant l'obstacle, mais il était quand même très féminin. Et puis on se rend compte que sa vie n'a pas été très facile, mais c'est une période où les homosexuels, si vous voulez employer ce terme, avaient beaucoup d'esprit et d'humour. Mm-hmm. Et c'est ce qui manque le plus d'ailleurs aux jeunes générations d'homosexuels aujourd'hui. L'humour, semble-t-il, les a désertés. Alors ils sont entrés dans la revendication et la victimisation, mais ils ont oublié la grande leçon de leurs ancêtres qui était que l'arme principale, c'était finalement l'humour. Voilà. Et en fait, moi qui ai connu des gens de cette génération, Robert Hirsch, Jacques Chazot, Hubert Deschamps, enfin bon, un tas de gens comme ça qui étaient quand même très très rigolos. Ça manque un peu Jacques Charon, enfin la grande époque du français notamment. Tous ces gens avaient beaucoup d'esprit, quoi. Donc, et ça manque un peu. Alors c'était leur système de défense, si vous voulez, parce que c'était des époques où les gens n'avaient pas de droit, où ce mode de comportement était pénalisé, donc voilà, il fallait bien qu'ils aient leurs propres armes, quoi. C'est ça. Mais alors, vous jouez, vous faites en seul en scène, vous jouez Mr. Paul, vous avez été directeur de théâtre, etc. Quelle est la responsabilité que vous avez? Parce que finalement, quand un comédien, vous allez me dire si je me trompe, mais a une responsabilité, c'est-à-dire une réponse à donner au public qui vous regarde. Quelle est pour vous votre responsabilité? Même quand vous avez été directeur de théâtre. Là, j'ai une responsabilité accrue puisque je suis l'acteur de mon propre texte. Donc, en fait, je raconte une histoire que j'ai écrite. Donc, c'est un peu... Enfin, voilà. Alors, mais en tant que directeur de théâtre que vous avez été? En tant que directeur de théâtre, oui, bien sûr, j'avais une responsabilité. Mais enfin, si vous voulez, dans un paysage français qui est quand même très, très pensée unique, très... voilà, très engagé dans une espèce de gauche qui n'existe plus que là, d'ailleurs, qui est la gauche du Parti socialiste et qu'il était à l'époque de Jacques Lang. Vous le déplorez ou... C'est terrifiant. Oui. C'est terrifiant. Parce que c'est une idée de la décentralisation qui en fait a été pervertie, parce que les pionniers de la décentralisation n'avaient pas du tout cet esprit-là. Moi, j'ai connu Hubert Gignoux, très bien. J'ai connu Roger Planchon. C'était pas du tout ça, leur état d'esprit. Même la génération d'après, Jacques Lassalle, Chéreau, tout ça. Et aujourd'hui, vous avez... voilà, c'est des petits marquis de la décentralisation qui sont tous aujourd'hui NUP, vous voyez, c'est-à-dire grosso modo, ce qu'on appellerait NUP. C'est-à-dire des gens qui sont... voilà. Espèce où le Palestinien a remplacé le prolétaire. Mais permettez-moi, Jean-Marie Besset, de revenir à ma question. C'est très idéologisé, quoi. Ce que je veux dire, c'est que c'est très... Voilà. Moi, si vous voulez, pour moi, je ne suis pas un homme politique, je fais du théâtre. Oui. Et donc, je m'intéresse aux auteurs de théâtre, aux auteurs dramatiques, à la tradition théâtrale, etc. Mais disons que vous me parlez du poste de directeur de théâtre. J'ai été directeur, je suis un des rares à avoir été directeur d'un théâtre privé, comme le théâtre de l'Atelier à Paris, et par ailleurs d'un théâtre public qui était le théâtre des 13 Vents à Montpellier. Et je dois dire que le monde du théâtre public est absolument effrayant, quoi. Effrayant parce que c'est devenu un milieu où vous croiriez en Union soviétique en 1953. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun... je sais pas, tout ce qui fait que j'aime le théâtre n'est plus du tout présent dans le théâtre public. C'est-à-dire que c'est un milieu très bureaucratique, très tatillon, très idéologisé à gauche, d'une façon bête, quoi. Voilà, c'est ça. Mais quelle est la responsabilité morale? Je repose ma question parce que je voudrais m'attarder sur la conception de l'éthique et de la morale. Quelle responsabilité morale avez-vous
en jouant sur scène et en ayant été directeur de théâtre, c'est-à-dire quand vous faisiez J'ai les la responsabilités programmation. d'ouvrir les esprits. Hein. Moi, je suis quelqu'un qui veut ouvrir l'esprit des gens qui viennent et puis les enlever de leur certitude. C'est une école de liberté, le théâtre, de toute façon. Alors, vous dites que c'est une école de liberté. Et alors, ça tombe bien que vous le disiez. Pourquoi? Parce que je voulais faire le lien entre philosophie et théâtre. Oui. La philosophie, c'est c'est l'amour de la sagesse. Oui. Le théâtre, c'est l'amour de quoi? Est-ce que le théâtre, c'est l'amour de la liberté? Ah ben oui, oui, non, mais le théâtre, le théâtre, il va main dans la main avec la philosophie pour moi. Enfin, le théâtre, c'est quand même le seul art capable de développer des idées complexes. Oui. Et qu'est-ce qu'une idée complexe? Ben, une idée complexe, c'est une idée qui ne se résume pas en une phrase. Oui. J'essaie C'est un, de... c'est un conflit. C'est Je un veux dire, quand conflit. vous voyez le site de Corneille, c'est quand même un développement d'idées fort complexes. Il y a- Ou quand vous voyez Roméo et Juliette, ou quand vous voyez Grand-peur et misère du Troisième Reich de Bertolt Brecht, c'est quand même un théâtre qui développe des idées complexes, hein, par exemple, dans le cas de Brecht, sur l'antisémitisme allemand au XXe siècle. Hein. Donc là, on est quand même dans des idées beaucoup plus complexes que ne peuvent le faire peut-être un film ou un tableau Est-ce que le théâtre une est œuvre plus d'architecture. politisé que le cinéma? Oui, parce que c'est la seule activité qui ressemble à la politique, en fait. Parce que le forum athénien ressemble au théâtre d'Épidore. Mais alors, êtes-vous Parce que les spectateurs assemblés dans un théâtre, c'est pas comme les spectateurs qui vont au cinéma, parce qu'ils sont tout seuls au cinéma, dans la salle obscure. Tandis que dans le théâtre, le public de théâtre a très conscience des gens autour de lui. Et le public du théâtre réagit à l'art de l'acteur. Que ne fait pas le public du cinéma? Enfin, c'est beaucoup plus... Moins. Oui, Ouais. moins. Mais alors que répondez-vous à Sartre lorsqu'il souligne que le théâtre ne doit pas dépendre de la philosophie qu'il exprime, il doit exprimer une philosophie, mais il faut qu'on puisse, à l'intérieur de la pièce, poser le problème de la valeur de la philosophie qui s'y exprime. Le problème de la valeur de la philosophie. Mais c'est-à-dire, ce qu'il a de différent avec la philosophie, c'est qu'il n'est pas fait d'idées théoriques, le théâtre. Le théâtre, il est dans l'incarnation. Donc on voit des êtres de sang et de chair qui rient et pleurent et qui souffrent devant nous, donc qui expriment, c'est-à-dire les plus grandes passions humaines et les plus grands conflits, ils sont exprimés, ils sont incarnés. Et si vous voulez, le théâtre, pour moi, je milite toujours pour le théâtre parce que c'est le contraire du virtuel, évidemment. C'est-à-dire que le problème du monde dans lequel on vit, et je suis le premier à utiliser Internet, hein, c'est merveilleux Internet, mais la limite d'Internet, c'est finalement le corps, l'absence du corps humain et du rapport. Moi, je pense qu'on ne connaît pas quelqu'un tant qu'on ne l'a pas vu en face de soi, tant qu'on ne l'a pas touché, tant qu'on ne l'a pas éprouvé, tant qu'on ne lui a pas parlé, comme nous sommes en train de faire en ce moment. Les gens qui se rencontrent sur des réseaux sociaux, qui se rencontrent sur des applications de rencontres, etc., ne se connaissent pas vraiment. C'est la limite du virtuel. Les gens croient se connaître, mais non. Et d'ailleurs, ils ont une telle peur de se rencontrer, parfois pour de vrai, qu'il arrive que vous fassiez des rencontres sur une application de rencontre, et puis au moment de se rencontrer, alors pour de vrai, il n'y a plus personne, les gens s'enfuient. Parce qu'ils ont peur maintenant, il y a, surtout chez les adolescents et chez les jeunes, il y a un nombre incroyable de gens qui ne vivent plus que sur Internet et sur les écrans, et en fait qui ont perdu la réalité du corps. Et par exemple, le christianisme, comme le théâtre d'ailleurs, mais le christianisme n'est-il pas une philosophie néo-platonicienne? Enfin, le christianisme, en tout cas, milite pour le corps. Oui. Voilà. Milite pour le corps. Ceci est mon corps, ceci est mon sang, dit le Christ. Donc on est vraiment dans l'incarnation, dans ce cas-là. Dieu se fait homme pour partager l'expérience humaine.
Parce que Dieu, il aurait pu rester aussi derrière les écrans Oui. et rester une chose inaccessible. Donc le génie du christianisme, c'est que tout d'un coup, Dieu s'incarne en Jésus-Christ et vient partager l'expérience humaine. Et c'est ça qui est merveilleux. Et je crois de la même façon que les gens ne se rendent pas compte à quel point Internet est une tricherie de ce point de vue-là, est une illusion, parce que et d'ailleurs, on le voit bien sur les réseaux sociaux, si vous voulez, les réactions, les posts et les commentaires atteignent un niveau de violence invraisemblable. Les gens s'insultent parce qu'ils sont derrière leur ordinateur et qu'ils ne connaissent pas la personne qu'ils insultent. Parce que s'ils la voyaient en face d'eux, ils n'oseraient jamais dire les choses qu'ils disent. Oui. Il ne leur viendrait même pas à l'esprit de se comporter comme ça, d'une façon aussi violente, brutale, primitive, barbare, en fait. Et donc, je pense que le problème, c'est que ce monde virtuel qu'a ouvert Internet est un monde d'une extrême barbarie. C'est ça. À cause de l'illusion que vous connaissez quelqu'un, mais vous êtes chez vous, derrière votre écran, et en fait, vous ne connaissez rien du tout, ni personne. Voilà. Alors, Jean-Marie Bessé, il n'y a que l'incarnation, il n'y a que il n'y a que d'éprouver le corps de l'autre qui donne la vérité de la personne à laquelle on est alors oui, vous parlez confronté. de christianisme, vous parlez de corps, vous parlez de révélation, un jargon théologique. Ma question est la suivante, Jean-Marie Bessé, le théâtre a-t-il une dimension métaphysique? Ah ben bien sûr. En quel sens? Ben, déjà, il est l'incarnation. Il partage avec la religion l'incarnation, puisque tout d'un coup, moi j'entre en scène et je dis je suis Mr. Paul. Les gens disent ah ben non, t'es Jean-Marie Bessé, t'es pas Mr. Paul. Si, je suis Mr. Paul, le temps de la représentation. L'acteur qui entre en scène et qui joue le misanthrope, il est Alceste. Et Alceste, il ne sait pas du tout, quand la représentation commence, que Célimène ne l'aime pas. Il croit que Célimène est amoureuse de lui. Et chaque soir que la pièce se joue. Et la représentation théâtrale, elle est extraordinaire de ce point de vue-là. Elle est en rapport vraiment avec la messe et la liturgie de l'Eucharistie, puisque elle est comme une parenthèse par rapport au temps qui passe. Le temps de la représentation est un temps suspendu, est un temps entre parenthèses. Il ne peut rien se passer quand vous êtes en représentation. Rien, en fait. C'est un halo de lumière qui préserve, qui nous sépare et qui nous isole du reste du monde et de l'univers. Tout d'un coup, voilà. Hamlet entre en scène. Alors, l'acteur qui joue Hamlet, lui, il vit, il meurt, et il y en a des générations, il y a 50 générations de gens qui ont joué Hamlet. Mais le personnage d'Hamlet, quand il entre en scène, il ne sait pas encore qui a tué le roi. C'est ça, oui. Voilà. C'est ça. Et donc, il est éternel. Voilà. C'est ce qui est génial dans le théâtre, c'est qu'il est à la fois incarnation et incarnation d'une chose éternelle. C'est une belle définition que vous donnez du théâtre, Jean-Marie Bessé. Malheureusement, l'interview va s'achever. Une toute dernière question aux milliers d'étudiantes et d'étudiants qui vous regardent aujourd'hui. Vous allez voir, on va mettre de la lumière. Vous allez voir, c'est magique. Non, regardez. on aurait dû le mettre tout à l'heure. Ah oui, mais justement, pour voilà. La question des étudiants. Alors, allez-y. Quel message pouvez-vous aujourd'hui leur adresser en cette rentrée de septembre? Rencontrez-vous pour de vrai. Allez vous frotter au corps et à l'esprit de l'autre pour de vrai. Pas derrière votre écran. Serrez la main. Rencontrez l'autre. Voilà. Souriez-lui. Je crois que je n'ai plus rien à dire. Rencontrez-vous. Les amis, Jean-Marie Bessé, merci pour cette belle phrase que vous venez de donner, cette belle, je dirais, vous les avez à la fois encouragés, vous les avez invités à se rencontrer eux-mêmes, comme vous le faites tous les soirs au théâtre. Merci de m'avoir accordé quelques de votre temps et permettez-moi de terminer par une citation de Romain Rolland.
Et voilà ce que notre ami souligne, que le théâtre doit être une lumière pour l'intelligence. Et je crois, Jean-Marie Besset, c'est ce que vous faites en tant que comédien. Vous ouvrez notre intelligence, vous l'éclairez et vous nous faites réfléchir. Oui. La présence réelle. Hein. La présence réelle. La présence réelle, elle n'est pas qu'intelligence. Elle est intelligence et bêtise dans une part mélangée. Mais c'est ça l'humanité. Voilà. Merci infiniment. Moi, je préférerais terminer sur cette citation de Paul Nizan, si vous permettez, qui est « L'homme attend l'homme, c'est même sa seule occupation intelligente ». Nizan écrit ça dans Aden Arabi. C'est merveilleux. Merci de nous éclairer, d'éclairer notre intelligence. Merci Jean-Marie Besset.